Bonjour à tous, bienvenue sur ce Fermoscopie Saône-et-Loire. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vous êtes déjà 80 à vous être connectés et nous attendons encore plus de participants. Nous allons attendre encore 2 ou 3 minutes que tout le monde puisse se connecter dans de bonnes conditions. Pour lancer ce Fermoscopie, je souhaite souligner l'implication des équipes qui ont proposé une formule qui s'adapte aux contraintes sanitaires et qui vous permet de recevoir les estimations des résultats 2020 des exploitations agricoles tout en restant dans votre salle de classe ou dans votre bureau ou encore confortablement installé dans votre canapé. Vous êtes 280 en tout à vous êtes inscrit aux 3 dates qui étaient proposées pour ces Fermoscopies 71. Donc j'ai l'impression qu'il y avait aussi une forte attente de votre part. Alors, pour la formule, nous avons gardé l'interactivité, donc vous aurez des moments d'échange avec les intervenants, un moment après la première partie qui sera dédié à la présentation des résultats 2020 et un moment après la seconde partie dédiée à la capacité d'adaptation des entreprises. Pour interagir avec les intervenants, vous pouvez utiliser le chat. Donc, il faut cliquer sur l'icône en haut à droite de votre écran qui ressemble à une bulle de bande dessinée avec 3 points à l'intérieur. Vous cliquez dessus et vous aurez tout en bas une ligne blanche qui vous permet de taper vos questions. En revanche, nous ne pouvons ni vous voir ni vous entendre, donc ce sera vraiment la seule façon pour nous d'interagir avec vous. Si nous n'avons pas le temps ou tous les éléments pour répondre à l'ensemble de vos questions, ne vous inquiétez pas. Nous ferons une compilation des questions et des réponses que nous vous enverrons à l'ensemble du public quelques jours après l'intervention. Nous vous enverrons également un replay qui vous permettra de nous revoir autant de fois que vous le souhaitez. Et l'ensemble des diaporamas sera en téléchargement sur la landing page de l'événement. Voilà, dès à présent, je vais passer la parole au président de Serre France Saône-et-Loire, Vincent Landreau. Je vous souhaite la bienvenue dans ce traditionnel rendez-vous du mois de novembre qu'est Fermoscopie. Il était important pour nous de tenir cet événement malgré le confinement et nous en avons profité pour le faire évoluer, le transformer et cela jusqu'à le dématérialiser pour vous permettre de le vivre depuis chez vous. C'est certain qu'il nous manque la convivialité et les échanges entre nous en périphérie de cet événement, mais je vous assure que tout à toutes et à tous. Je vous souhaite le traditionnel rendez-vous du mois de novembre qu'est Fermoscopie. Il était important pour nous de tenir cet événement malgré le confinement et nous en avons profité pour le faire évoluer, le transformer et cela jusqu'à le dématérialiser pour vous permettre de le vivre depuis chez vous. C'est certain qu'il nous manque la convivialité et les échanges entre nous en périphérie de cet événement, mais je vous assure que toute la technicité et l'expertise de nos collaborateurs est présente dans la continuité de l'accompagnement réalisé tout au long de l'année auprès de nos adhérents. Fermoscopie est un moment important pour nos adhérents agriculteurs, mais aussi pour l'ensemble du monde agricole. C'est à ce moment-là que vous sont présentés, dès le mois de novembre, l'ensemble des résultats économiques de l'année en cours. Je tiens à remercier et à féliciter pour cela les collaborateurs de Serre France Saône-et-Loire qui nous permettent cette performance. Cette année 2020 aura été encore une fois atypique. Atypique par la crise sanitaire qui est arrivée dès le mois de mars et qui continue encore. Bien que l'agriculture ait été moins impactée que d'autres secteurs, le Covid-19 a néanmoins perturbé l'organisation, le travail et aura des conséquences économiques sur le plus long terme. 2020 a été aussi atypique par une troisième année de sécheresse, très impactante par sa durée, son intensité et la répétition de ces phénomènes climatiques. Nous le voyons, le changement climatique est bien là, il est présent. C'est maintenant un élément structurel plus que conjoncturel et à prendre en compte dans la gestion de l'exploitation. Naturellement, l'homme n'aime pas le changement.
C'est pourquoi Serre-France Saône-et-Loire est là pour nous accompagner et nous aider à découvrir et saisir des opportunités qui s'ouvrent devant nous dans ces périodes de changement. Cela nécessite de savoir clairement où et comment chacun se situe dans sa stratégie d'entreprise et dans son environnement de marché. C'est aussi l'objectif de Fermoscopie. L'accompagnement, le conseil, est une priorité chez les collaborateurs, mais aussi pour le conseil d'administration de Serre France. Administrateurs, nous sommes tous adhérents, chefs d'entreprise et partageons donc les mêmes préoccupations que vous. Nous souhaitons et nous mettons tout en œuvre pour que Serre France soit toujours présent à nos côtés pour nous aider à grandir et à avancer. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Je voudrais tous vous remercier pour votre participation à ce Fermoscopie digitale. Je suis certain que chacun se nourrira de nombreuses informations qui vont nous être délivrées et que cela fera naître chez vous des réflexions. N'hésitez pas à les partager ensuite avec vos comptables et vos conseillers. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains en compagnie de nos chargés d'études Serre France. Bonne conférence à tous. Merci à Vincent Landreau pour cette introduction. Vous avez dû sans doute avoir des problèmes sur l'affichage de la vidéo. Sachez qu'on mettra en ligne l'ensemble de nos vidéos. Les réseaux est très encombré cet après-midi. Donc, on a quelques problèmes en termes de bande passante. Donc, si vous ne pouvez pas consulter l'ensemble des films dans de bonnes conditions aujourd'hui, on vous enverra les liens pour que vous puissiez les regarder dans. Je vais maintenant vous présenter l'équipe qui a travaillé sur ces références. On a 8 personnes qui ont travaillé sur l'ensemble, sur l'extraction des données, sur les estimations 2020, ainsi que sur l'analyse qui va vous être présentée aujourd'hui. Donc, on a Emmanuel Gros qui va prendre la parole ce matin pour vous présenter les bovins viandes, mais également Émilie Golin, Magali Fallière, Éric Janin, Cécile Pandreau, et Pascal Laurin sur la partie capacité d'adaptation des entreprises. Vous avez également Aurélie Deschamps qui a travaillé sur la partie communication pour vous permettre d'avoir des informations efficaces sur ce webinaire, et Sébastien Pont qui a orchestré l'ensemble de ce travail. Ces conseillers ont été choisis parce qu'ils ont une expérience importante. À eux 6, ils capitalisent plus de 80 ans d'accompagnement des clients. Donc, accompagnement des clients, c'est à la fois une analyse régulière des résultats des exploitations agricoles, mais c'est également être présent pour aider à prendre des décisions dans les moments clés qui scandent la carrière d'un agriculteur. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel qui va vous présenter les résultats bovins viande en 2020. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes confortablement installés devant votre écran pour suivre notre intervention cet après-midi. Pour rendre ma présentation un petit peu plus interactive, je vous soumettrai un sondage, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai en temps et en heure. Avant de commencer la présentation des résultats, excusez-moi, là, voilà. Je souhaiterais revenir sur quelques éléments de contexte. Et le premier qui me semble important cette année 2020, c'est la décapitalisation. Le cheptel national a perdu quelques 250 000 têtes de bovins depuis 4 ans, ce qui est conséquent. C'est l'équivalent du nombre de vaches allaitantes pour notre département de Saône-et-Loire. Pour des chiffres un petit peu plus locaux, comme vous pouvez le voir sur le graphique que vous avez à l'écran, le cheptel bovin allaitant de notre département a perdu 50 000 têtes depuis 4 ans. On peut y voir ici les conséquences du non-renouvellement des générations avec un nombre de départs en retraite qui aujourd'hui n'est pas compensé par les installations. Deuxième fait marquant de cette année 2020, comme l'a souligné notre président, la sécheresse. La sécheresse, notre département connaît pour la 3e année consécutive une sécheresse conséquente pendant l'été avec un déficit fourrager important. Cela a donc contraint les éleveurs à fourrager leurs animaux prêts pendant l'été, tout en prélevant dans les stocks qui étaient plutôt prévus et réservés pour l'hiver.
ça a quand même comme conséquence de plomber l'ambiance dans les campagnes. Dernier élément marquant de cette année 2020, c'est la Covid. La Covid, je pense que vous ne pouvez, excusez-moi, la Covid qui a eu un impact sur le contexte de production. Aujourd'hui, cette crise associée au confinement qui l'a accompagnée a eu des répercussions sur la consommation des ménages qui s'est orientée vers un peu plus de haché en délaissant les autres morceaux. On peut dire également que les mêmes causes ayant les mêmes effets chez nos voisins, et je pense en particulier à un pays comme l'Italie, eh ben, on a également eu un impact sur le commerce d'animaux à l'export. Résultat, hormis le cours des vaches grasses qui s'en sort plutôt bien, les prix sont plutôt orientés à la baisse sur cette année 2020. Je vais maintenant, après avoir énuméré ces quelques éléments de contexte, je vais maintenant vous présenter et vous décrire notre ferme d'élevage Saône-et-Loire en 2020 au travers trois catégories de moyens. Le premier, c'est les moyens humains. Cette ferme d'élevage Saône-et-Loire, elle est composée d'1,54 unités de main-d'œuvre, dont 1,44 UTAF. Les UTAF, ce sont les unités de travail agricole familial. C'est l'équivalent des chefs d'exploitation. Pour faire fonctionner et pour avoir cette exploitation, on a besoin de moyens financiers, les capitaux, qui s'élèvent à 360 000 euros par chef d'entreprise, dont un tiers sous forme de dette, l'équivalent de 134 000 euros. Les capitaux, eux, ils progressent de 5% par rapport à 2018. Et dernière catégorie de moyens qui nous permettent d'écrire cette ferme d'élevage, ce sont les moyens de production. On retrouve un troupeau de 150 UGB pour 89 vélages, moyen troupeau qui recule, comme on l'a, voilà, en lien avec la décapitalisation, de moins 2% par rapport à l'année dernière. Et ce troupeau, il utilise une surface de 151 hectares de SAU. Là, par contre, la surface, elle augmente de 1%. On peut voir là donc baisse du nombre d'animaux, augmentation de la surface. On peut également voir là les conséquences des sécheresses à répétition qui conduisent nos éleveurs à plutôt aller vers l'extensification. Après vous avoir décrit cette exploitation d'élevage en 2020, dans quel état se situe-t-elle? Donc premier élément, la situation financière de l'entreprise. On peut voir au travers de ce graphique, et notamment la partie orange du graphique, que l'endettement atteint donc 195 000 euros cette année. Il représente 36% du bilan, ce qui reste toutefois modéré. Ce qui est à noter, c'est qu'après 3 années de baisse depuis 2016, on a un endettement qui repart à la hausse en cette année 2019. Autre élément qu'on peut voir sur ce graphique, c'est la trésorerie. La trésorerie, on voit que depuis 3 ans, elle se situe à un niveau plutôt sain, aux alentours de 10 000 euros. Et en fin d'année 2019, effectivement, on constate qu'il y a un excédent de trésorerie de 8 000 euros dans notre exploitation d'élevage. Maintenant, on peut déjà se poser la question de ce qu'il en sera en cette fin d'année 2020 et quelles conséquences aura les achats de fourrage sur cette trésorerie. Deuxième élément qui nous permet d'analyser la situation de notre ferme d'élevage, c'est le risque. Le risque, c'est quoi? C'est la combinaison de 4 critères économiques et financiers. Le premier critère, c'est l'endettement. L'endettement que je vous ai présenté précédemment, qui est mesuré à partir du bilan. On retrouve également la capacité de remboursement des annuités, mesurée par le ratio annuité sur EBE. On ajoute à ça un critère de solvabilité qui reflète la capacité des entreprises à faire face aux factures du quotidien. Et pour terminer cette combinaison, on rajoute la rentabilité, qui n'est plus ni moins que le ratio EBE sur produit brut. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? On peut voir qu'en 2019, 84% des exploitations, c'est la partie qui est verte et bleue du graphique, se situe en risque nul ou faible. Et que cette proportion reste comparable aux années précédentes, 2016, 2017 et 2018. Avant d'aller un peu plus loin dans la présentation des résultats de notre exploitation d'élevage bovine allaitante, je vous propose de regarder également ce qui a pu se passer sur les autres grandes productions de notre département, à savoir la filière lait, les grandes cultures et la viticulture. En ce qui concerne le lait, c'est le deuxième bâton en partant de la gauche sur le graphique. On peut voir que la situation était légèrement moins favorable que pour l'élevage allaitant.
Il est à noter qu'après la crise laitière de 2016, qui faisait suite à l'arrêt des quotas l'année précédente, le contexte est quand même bien rétabli et aujourd'hui, du coup, on retrouve 80% d'exploitations et d'entreprises qui est en bonne santé économique et financière. La situation est beaucoup plus préoccupante pour les céréaliers. C'est le troisième bâton de notre graphique où on peut voir justement à l'écran, on peut voir que plus d'une exploitation sur deux se trouve en niveau de risque moyen ou élevé. Ce sont les parties orange ou rouge du graphique. On peut faire le résumé assez simple, c'est que l'enchaînement des aléas climatiques entraîne des manques de rendement qui se répercutent par du coup un manque de revenus et à la fin, c'est donc le risque des entreprises qui se dégradent. Dernière production de notre département, la viticulture, qui est donc représentée sur le dernier bâtonnet du graphique. La situation, elle est comparable à celle de l'élevage. Et on peut donc résumer en disant que la filière a profité jusqu'à présent d'une bonne dynamique, synonyme de rentabilité. Revenons-en à nos moutons, et plus exactement à nos bovins, et rentrons un peu plus dans le vif du sujet avec le revenu. Qu'est-ce qui nous permet d'arriver au revenu? Déjà, on part du produit brut. Le produit brut pour cette année 2020 s'élève à 186 350 euros. Il baisse de 2,5% par rapport à 2019. Ce produit, il est composé de 117 150 euros de produits issus du troupeau bovin allaitant, produits qui reculent de 1% en lien avec la baisse des prix de vente. À ça, on ajoute des aides PAC qui s'appelle aide du premier pilier sur le graphique qui s'affiche à l'écran, qui s'élève à 44 100 euros sur cette année 2020, aide PAC qui reste stable par rapport à l'année dernière. Enfin, pour compléter, on retrouve les autres produits qui s'élèvent à 25 100 euros. Ces autres produits sont en recul assez important et on peut dire que là-dedans, on retrouve le produit des grandes cultures qu'on a fait baisser de 20%. Pourquoi? Parce que c'est la tendance qu'on a observée au niveau départemental. Ce produit brut, il sert à quoi? Il sert déjà à couvrir les charges. Les charges, donc en premier, les charges opérationnelles en lien avec la production de l'exploitation qui s'élèvent à 64 250 euros en cette année 2020. Ces charges progressent de 1,4%. On note pas de grosse augmentation d'un poste en particulier, on a plutôt des hausses de 1 à 2% sur l'ensemble des postes de charge de production. À ça, on ajoute également les charges de structure qui s'élèvent à 76 100 euros, qui restent stables par rapport à 2019. Maintenant, ça cache quelques variations. On a quand même noté que les charges de carburant diminuent de 11%, quand à l'opposé, les frais d'entretien du matériel progressent de 5%. Une fois qu'on a déduit ces charges, il nous reste quoi? Il nous reste le BE qui s'annonce et qui affiche donc un niveau de 46 000 euros en cette année 2020. 46 000 euros, c'est quand même 5 000 euros de moins que l'année dernière. Avec le BE, il faut encore couvrir les frais financiers et les amortissements qui s'élèvent à 31 150 euros pour cette année 2020. Ces amortissements et frais financiers sont en recul de 2% par rapport à l'année dernière. On peut voir là le comportement plutôt prudent de nos éleveurs depuis quelques années. Et à la fin, il reste quoi? Il reste le revenu. Le revenu qui s'annonce et qui s'affiche à 14 450 euros pour notre exploitation d'élevage moyenne en 2020. Pour faire une comparaison, on peut prendre le SMIC. Le SMIC aujourd'hui s'élève à 14 630 euros pour un salarié qui serait payé au SMIC. Donc on voit que ce revenu tombe en dessous et il tombe d'autant plus en dessous que en début de présentation, souvenez-vous, je vous avais dit qu'on avait presque 1,5 chefs d'entreprise dans notre exploitation d'élevage. Donc on est plutôt sur un revenu de l'ordre de 10 000 euros par UTAF, par chef d'exploitation. On peut évidemment pas se satisfaire d'un niveau de revenu, d'un tel niveau de revenu. Pour continuer ma présentation, je vous propose de regarder l'évolution des critères économiques et de ces résultats économiques. C'est ce que nous présente le graphique que vous avez à l'écran, avec en premier un petit point sur le BE. Le BE, on voit son évolution au travers de la courbe bleue qui est affichée sur le graphique. Le BE, donc 46 000 euros, c'est ce qu'on a calculé. Il perd 10% par rapport à l'année dernière.
pour atteindre le niveau le plus bas de ces 10 dernières années. Autre information que je voulais partager avec vous sur ce graphique, c'est le revenu. Le revenu, c'est ce qu'on appelle le résultat courant en termes comptables. C'est la partie verte qui s'affiche tout en haut du graphique. Également, le revenu diminue. 14 450 euros, il perd 25% par rapport à l'année dernière. Et là encore, c'est le niveau le plus bas de la décennie. Ces résultats, ils sont plus bas que 2013. 2013, c'était, pour ceux qui l'ont vécu, une année de crise pour l'élevage, avec notamment la flambée des coûts de production cette année-là. On comprend un petit peu mieux pourquoi le moral des troupes en a pris un coup cette année. Ce que je viens de vous présenter, c'est les résultats de notre groupe Ensemble, qui regroupe tous les profils de production. Là, je vais vous présenter du coup les résultats des différents groupes, avec en premier les naisseurs. C'est plutôt de couleur verte sur les graphiques que je vais vous présenter. Les naisseurs, c'est quoi? Le groupe des naisseurs, c'est quoi? C'est les producteurs qui vendent et qui produisent une majorité d'animaux maigres et qui vendent donc des broutards plutôt légers, 300-350 kg, des génisses jeunes et donc légères, et des vaches de réforme maigres. En bleu, on retrouve les engraisseurs. Eux, à l'inverse, ils produisent une majorité de leurs animaux en gras avec production de taurillons, génisses grasses et vaches de réforme grasse. Et pour terminer, on a le groupe finition des femelles, qui est un groupe un petit peu mixte, qui vend des mâles maigres, mais plutôt lourds, on va dire broutards de 400 kg, associés à des génisses grasses et vaches grasses. On peut voir quoi sur ce premier graphique? Ce graphique, il montre la rentabilité. La rentabilité, je vous rappelle, mesurée par le ratio EBE sur produit brut, atteint 24% sur cette année 2020. Ça, c'est pour l'ensemble des producteurs. Un petit peu en dessous, on retrouve les naisseurs qui affichent un niveau de rentabilité de 23%, quand ceux qui engraissent tout ou partie de leurs animaux, eux, affichent une rentabilité de 25%. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les différents groupes et qu'il y a plutôt un tir groupé autour de la moyenne. Par contre, c'est pas parce que il y a un tir groupé autour de la moyenne que c'est satisfaisant. L'objectif pour pouvoir rémunérer un chef d'entreprise et pour que l'entreprise puisse faire face à ses annuités d'emprunt, l'objectif minimum de rentabilité serait d'atteindre 30%. Et on voit qu'on est quand même bien en deçà. Est-ce qu'on ne peut pas y voir là un signe précurseur de fragilité de la trésorerie? Deuxième point d'analyse, les revenus. Les revenus, donc, je me répète, 10 100 euros, ça c'est le revenu moyen de l'ensemble. Et là, on peut voir un petit peu plus d'écart entre les différents groupes. Tout en bas, du coup, cette année, on retrouve le groupe des naisseurs qui affiche un revenu de 6 100 euros par an. C'est l'équivalent de 510 euros par mois. On peut vraiment pas se satisfaire d'un tel niveau de revenu. Un petit peu meilleur, on retrouve les groupes qui pratiquent l'engraissement avec un revenu moyen de 15 000 euros par chef d'entreprise. Cette année, on peut donc voir que ceux qui ont fait le choix de l'engraissement s'en sortent mieux. Et on peut expliquer ça par une certaine souplesse de production que peuvent avoir ces éleveurs-là et que n'ont pas les naisseurs. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour terminer l'analyse des résultats, je vous propose de regarder la dispersion des revenus, parce qu'effectivement, je viens de vous présenter des moyennes, et les moyennes cachent souvent des écarts. Sur le graphique que vous avez à l'écran, donc, on a classé les producteurs par tranche de revenus, par tranche de 10 000 euros de revenus. Et on s'est amusé à compter le nombre de chaque producteur dans chaque classe de revenus. On voit qu'on a qui gagnent moins de 20 000 euros, quand à l'autre bout du graphique, certains gagnent plus de 40 000 euros. Ce qu'on peut voir également sur ce graphique, c'est que la dispersion de ces revenus reste plutôt stable et comparable d'une année sur l'autre. Là, sur les 3 dernières années qui sont affichées, on note pas de grands écarts. Par contre, on peut voir aussi autre chose. C'est que aujourd'hui, nous avons sur notre département de Saône-et-Loire moins d'un exploitant sur deux qui gagne, plutôt un exploitant sur deux qui gagne moins de 10 000 euros par an. Niveau, bien sûr, largement insuffisant. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche, du graphique. Sur le graphique et donc plutôt sur la partie droite, on voit également que 1 sur 3 gagne plus de 20 000 euros, ce qui est quand même un petit peu plus confortable. C'est surtout, en conclusion, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, nous avons des éleveurs qui arrivent à vivre et à gagner de l'argent en vivant de leur activité. J'en ai maintenant terminé avec cette présentation des résultats. Et avant de vous présenter les pistes de progrès, je voulais vous soumettre un sondage. Le sondage, vous pouvez y avoir accès en cliquant sur l'icône
en haut à droite, c'est l'icône qui est sous celle du chat. Voilà. La question est la suivante. Combien de tonnes de viande un éleveur doit-il produire pour pouvoir vivre de son activité? Et je vous propose 4 réponses: 27 tonnes, 30 tonnes, 33 tonnes ou 40 tonnes. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Allez, je vois qu'il y a encore pas mal de réponses. On va bientôt clôturer. Ça bouge encore pas mal. Allez, je vous propose d'arrêter là et de clôturer le vote du sondage. Aujourd'hui, pour pouvoir vivre de son activité en production d'élevage bovin viande, il est important de respecter certains fondamentaux. Et le premier que je veux vous présenter, c'est un critère de productivité de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, pour pouvoir dégager un revenu, ce critère, il doit atteindre 33 tonnes de viande vive produite par unité de main-d'œuvre. On voit que vous êtes finalement assez perspicace parce qu'aujourd'hui, sur le sondage, 62% des participants ont fait cette réponse-là. Je vais me permettre d'insister sur ce critère parce que pour moi, s'il y en avait un et un seul à retenir de ma présentation de cet après-midi, c'est celui-ci: 33 tonnes de viande produite par unité de main-d'œuvre pour pouvoir dégager un revenu. Pour atteindre ce 33 tonnes, il est nécessaire aussi d'avoir un bon niveau de productivité du troupeau. Et ce niveau, il doit atteindre 310 kg par UGB. C'est un seuil à retenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est vraiment important de pouvoir faire la chasse aux UGB improductives. Ces UGB improductives, elles coûtent de l'argent tant qu'elles sont présentes sur l'exploitation, et deux, elles font baisser ce ratio de productivité. Ça veut dire que pour ça, il est, je pense, nécessaire de surveiller les intervalles vélage-vélage, avec en ligne de mire l'objectif d'avoir un veau sevré par vache et par an. À ça, j'ajouterai un critère de productivité de la surface fourragère et du système fourrager. C'est ce qu'on appelle également la production autonome, ou tout simplement la capacité de l'élevage à produire des kilos à base d'herbe. Cette productivité, elle doit atteindre 4 kilos sur 5 produits par l'herbe de l'exploitation. Quand un élevage y arrive, cela est plutôt synonyme de production économe, autonome. Et un quatrième et dernier critère qui est un critère de productivité économique. La productivité économique, c'est plutôt, elle se matérialise par l'intermédiaire des coûts de production, qui doit atteindre 3,50 € et ne pas dépasser 3,50 € par kilo. Comment j'arrive à ce chiffre? En fait, je l'ai remonté à l'envers. Je pars d'un prix de vente moyen de 2,30 € par kilo de viande vive. Et ça, c'est ce qu'on constate dans les études de coûts de production qu'on peut mener depuis quelques années maintenant. Et à ça, j'ajoute un niveau d'aide de 1,20 € par kilo. Et voilà comment j'arrive à 3,50 € par kilogramme de viande vive. Ça nécessite qu'avec ces 3,50 €, l'éleveur doit couvrir les frais de production, les frais en lien avec sa structure, et ainsi couvrir sa rémunération, sa propre rémunération. Si tous ces fondamentaux sont atteints, on peut y voir là des éléments favorables pour créer un cercle vertueux qu'on peut résumer ainsi: c'est que plus de kilos produits, si possible à base d'herbe, permet de diluer les charges et donc de faire baisser les coûts de production. Ça, c'est ce que l'éleveur peut mettre directement en œuvre en lien avec sa technique. Maintenant, dans le contexte de 2020, il y a aussi des éléments extérieurs qui viennent en lien avec l'exploitation, et il m'apparaît important de créer les conditions favorables d'un pilotage en souplesse. Et pour ça, je vais m'appuyer sur des opportunités. La première, ce sont les opportunités techniques, et l'exemple que je vais prendre, c'est celui de l'allongement des cycles de production. On a vu que cette année, il était plutôt favorable en termes de revenus pour nos producteurs. Donc, l'allongement du cycle de production, c'est la capacité d'aller chercher plus de kilos en faisant vieillir les animaux. Ça permet d'utiliser du coup favorablement la surface qui a tendance à augmenter ces dernières années, et également de compenser le nombre de vélages qui, lui, on a vu en début de présentation, a plutôt tendance à diminuer. Ça offre également d'autres possibilités, et
une certaine souplesse, c'est que en fonction des années, je vais prendre un exemple d'un producteur de vaches de réforme grasse. On va dire que le contexte de l'année n'est pas favorable aux vaches de réforme grasse, et par contre les cours sont un peu plus rémunérateurs sur le maigre. Ce producteur, lui, il a la capacité du coup d'adapter sa commercialisation et de vendre des animaux maigres plutôt que gras. C'est plus compliqué quand on fait l'inverse. C'est ce que j'appellerais donc la souplesse commerciale. Il y a également des opportunités économiques. Et au printemps 2020, on a eu un bel exemple avec le confinement de producteurs qui se sont mis à faire de la vente directe, qui ont profité de l'opportunité de faire de la vente directe, en sachant que cette vente directe, elle s'inscrit totalement dans un contexte de relocalisation de la production qui est voulu par les pouvoirs publics, ainsi que le souhait de circuit court voulu par le consommateur. Cette vente directe, qui n'est qu'un exemple, mais qui permet d'illustrer quoi? La nécessité d'avoir une souplesse stratégique aujourd'hui dans les exploitations. Et la dernière catégorie d'opportunités, c'est les opportunités climatiques. On a souvent parlé du climat de façon défavorable dernièrement, mais on peut ici voir des opportunités. L'année 2020, on a connu un printemps plutôt sec qui a permis une mise à l'herbe précoce sur des surfaces qui auraient dû être plus limitées. Cela aurait dû et doit favoriser l'augmentation des surfaces de fauche dans les exploitations. Printemps précoce rime également avec récolte précoce. Et cette année, certains ont pu faire des récoltes à partir de la mi-avril. Et du coup, c'est ce qui leur a permis de refaire une seconde coupe début juin. Ce que je voudrais illustrer par là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est plus favorable de faire deux récoltes de 3 tonnes de matière sèche par hectare plutôt qu'une seule récolte de 4,5. Ça permet donc de favoriser et de faire du stock fourrager. Et c'est donc ce que j'appellerais la mise en place d'une stratégie fourragère qui consisterait donc à profiter de toutes les opportunités de récolte. Ce ne sont que des exemples pour illustrer mes propos. Et en conclusion, j'ai conscience que les éleveurs ne pourront certainement pas tout mettre en œuvre sur l'exploitation, mais il me paraît vraiment indispensable au jour d'aujourd'hui qu'ils gagnent en souplesse de production. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation très complète des perspectives en bovin viande. On va maintenant pouvoir passer à vos questions. Il y en a déjà plusieurs qui ont été posées dans le chat. Donc, je te propose de commencer par la première. Quel est le revenu quand on atteint ce fameux seuil de 33 tonnes par agriculteur? Alors, ce qu'on peut voir dans les statistiques, quand on fait les statistiques sur les coûts de production, les études de coûts de production qu'on est amené à mener chez nos clients, c'est que le revenu moyen de ceux qui atteignent 33 tonnes, il se situe généralement 2 à 3 000 euros au-dessus de la moyenne, des moyennes qu'on peut afficher. Ce qu'on voit également, c'est qu'en dessous de 30 tonnes, généralement, le revenu des éleveurs décroche. Pourquoi? C'est que généralement, ce sont des éleveurs qui produisent suffisamment pour couvrir les charges, mais ils font que couvrir leurs charges. C'est-à-dire que derrière, il n'y a plus de marge de manœuvre et ils n'ont plus de capacité à se dégager un revenu. Merci. La question suivante porte sur le paradoxe entre 84% des exploitations bovin-viande qui sont en bonne santé financière, mais dans le même temps, une exploitation sur deux avec un revenu inférieur à 10 000 euros par an. D'où vient cette espèce de paradoxe entre un revenu bas et des situations financières plutôt saines? Et là, il y a un début de réponse. Faut-il en conclure que c'est d'abord l'éleveur qui est en très mauvaise santé financière? Alors, est-ce que c'est l'éleveur qui est en très mauvaise santé financière? J'en sais rien, parce que ces résultats ne montrent pas forcément le niveau de revenu et le niveau le niveau de vie de notre éleveur. Là, on voit et on essaye de mettre en opposition pour moi deux choses. Un, le risque qui est surtout basé sur donc 3 critères sur 4 du risque sont basés sur des critères financiers. Et on voit effectivement que notre exploitation d'élevage, elle reste plutôt prudente. Le taux d'endettement, il est que de 36% en moyenne, ce qui est plutôt modéré, comme je l'ai dit dans ma présentation. Et à l'inverse, par contre, cette exploitation d'élevage, elle a effectivement pas forcément une capacité à dégager des très hauts revenus.
Maintenant, ça c'est pareil, c'est des moyennes, parce qu'on voit quand même sur le graphique où je vous ai présenté la dispersion des revenus, que certains gagnent quand même plus de 30, voire même plus de 40 000 euros par an. Mais voilà, le lien est assez compliqué à faire entre la situation financière qui repose sur les choix d'investissement, sur les choix d'endettement de nos producteurs et cette capacité à transformer et à avoir du revenu à la fin de l'année. Donc des revenus faibles, mais une gestion très très prudente qui permet de ne pas dégrader les situations financières. Tout à fait. Ok. La troisième question porte sur le bio. Qu'en est-il de la valorisation chez les bovins viande? Alors en bio, effectivement, il faut rester prudent et surtout, alors prudent. Il faut savoir où on va. Aujourd'hui, le problème du bio, je pense, il se situe au niveau de la valorisation des animaux mâles, parce qu'aujourd'hui, la majorité de ces animaux partent en circuit conventionnel et se retrouvent donc, pour certains, en Italie, en atelier d'engraissement en Italie, où il n'y a pas de valorisation supplémentaire. Ça nécessite donc, quand un éleveur souhaite faire du bio, déjà qu'il réfléchisse à une stratégie commerciale de comment il valorise la partie de son troupeau qui peut valoriser plus cher que la moyenne, donc la partie des femelles. Euh, et je dirais que il serait de bon ton d'imaginer de faire de la vente directe quand on fait le choix de faire du bio, parce que le producteur qui fait ce choix-là a la capacité derrière de choisir et d'ajuster ses prix de vente et donc d'adapter ses prix de vente en fonction de ses coûts de production. Donc pour en tirer parti, il faut réussir à engraisser plus d'animaux et surtout la voie femelle. Et plutôt la voie femelle qui est comment dire, qui est consommée en France plus que la partie mâle. Ok. Et la stratégie de faire du taurillon bio, je pense que c'est surtout une mauvaise idée technique. Est-ce que tu peux développer Ben, c'est qu'aujourd'hui, pour faire de l'engraissement, il est nécessaire d'avoir des fourrages et de l'aliment de bonne valeur énergétique et en protéines, et que c'est pas toujours simple de l'avoir sur l'exploitation, où quand on parle de production bio, on a plutôt tendance à allonger les délais d'engraissement, et plus on allonge les délais d'engraissement, plus il faut être capable de pouvoir le retranscrire en rémunération supplémentaire quand on vend les animaux. Et aujourd'hui, on voit bien que la stratégie de faire du taurillon, c'est plutôt de rechercher toujours et en permanence des durées les plus courtes possibles pour que l'animal en lui-même soit le plus rentable possible. Donc c'est pas très compatible. Non, pas tout à fait. Ok. Alors la question suivante porte sur la stratégie à adopter face au changement climatique. Comment les éleveurs font-ils pour s'adapter? Alors aujourd'hui, on a plutôt tendance à le gérer comme une crise, c'est-à-dire que il y a encore, je trouve, peu d'éleveurs qui ont fait une vraie remise en question de fond. On a plutôt tendance à réagir, il fait sec, j'ai besoin de fourrage et donc je m'organise pour pouvoir acheter de la paille ou du fourrage à l'extérieur. Maintenant, on voit quand même certains éleveurs se poser des questions. Je pense qu'il y a une première voie qui est vraiment sur la souplesse d'exploitation des surfaces fourragères. Je me permets de me répéter, mais ça fait quand même quelques années qu'on peut faire des récoltes très précoces qui permet derrière de refaire une deuxième coupe. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est aussi des évolutions du système de production. On a pu voir récemment dans la presse un exemple d'éleveur qui avait fait le choix de décaler ses vélages et revenir à des vélages de printemps pour avoir un besoin en stock fourragé plus faible l'hiver. Et du coup, il explique dans son témoignage qu'il fait vraiment la chasse aux charges pour être le plus économe possible et avoir le stock fourragé le plus important possible pour être le moins dépendant possible de l'achat de fourrage. Donc c'est aussi ce genre de pistes qui peuvent être explorées. On peut également être tenté par l'extensification, mais l'extensification, moi je ferai assez attention avec cette proposition-là,
parce qu'on est quand même sur un département où on est quand même dans un département où le foncier coûte cher, avec des fermages moyens en zone d'élevage qui se situent entre 150 et 200 euros par an. Si derrière c'est pour produire que une coupe de foin par an, est-ce qu'il vaut pas mieux se poser la question de l'acheter à l'extérieur? Donc c'est pour ça que l'excentrification, oui, c'est certainement une piste, mais à faire attention et à bien la raisonner d'un point de vue économique. Ok. Il y avait une autre question sur les opportunités climatiques et le fait que ça demande peut-être de l'acquisition de matériel. Donc, comment faire avec des situations de trésorerie tendue? Acquisition de matériel pour Dans la est-ce qu'on peut question, avoir quelques ouais, il faudrait précisions? peut-être que la personne précise quelles opportunités climatiques et du coup quel matériel en rapport. Alors ça c'est la première chose et puis la deuxième chose après c'est pareil aujourd'hui il y a d'autres voies, il peut y avoir aussi de la voie de l'investissement collectif, je pense au CUMA, je pense il existe également des entrepreneurs si c'est pour des chantiers d'ensilage ou des chantiers d'enrubanage. Effectivement on voit que les exploitations ont tendance à se moderniser, qu'elles ont tendance aujourd'hui à pouvoir faire des récoltes en des temps, avec des temps records. Du coup, est-ce qu'on peut pas imaginer pour limiter le coût, avoir recours à de la mécanisation collective ou avoir recours à un entrepreneur de travaux agricoles qui lui, ben, il facture une prestation, mais s'il vient qu'une journée par an, ça vaut peut-être pas le coup d'aller investir Mhm. pour ça. Ok. Là, on a une question méthodologique. Tu nous as présenté les données 2020, mais l'année n'est pas finie. Comment as-tu fait pour avoir de telles données, de tels résultats? Alors c'est basé sur des évolutions, alors les évolutions de marché, déjà les évolutions de marché qui nous permettent de voir quelle évolution de produits on peut avoir pour le troupeau. Et c'est bien les évolutions ben, un de marché et deux des données de l'EDE qui nous donnent aussi des critères, combien de veaux, combien d'animaux par élevage. On voit bien si on est plutôt en phase d'augmentation de troupeaux ou en phase de diminution. Donc ça c'est et puis après bah, le produit il est quand même issu en grande majorité des ventes d'animaux donc après bah, on regarde comment évoluent les cours pour faire varier notre produit en fonction de cette évolution des cours. Tout ce qui est aide, que ce soit les aides PAC, ben, on savait que 2020, ça serait pas une grande année, une grande année. On savait qu'il n'y ait pas de grosses évolutions envisagées sur les aides PAC, donc on a plutôt reconduit les aides PAC à l'identique comme on avait l'année dernière, et on a également tenu compte du fait que c'était sec et qu'il y aurait probablement des aides sécheresse qui allaient venir également pour ce millésime 2020. Ok. Donc, Ça, c'est pour le produit. Au niveau des charges, ben, on a également des indicateurs. Je vais parler avec un gros mot, mais l'IPAMPA, qui est un indice qui nous permet de voir l'évolution des charges, notamment en agriculture. Et c'est aussi à partir de ça que, et ça, ces indicateurs-là, ils sont remis à jour de façon régulière, presque et certains même tous les mois. Et c'est à partir de ces indicateurs-là qu'on peut simuler une évolution des charges, euh, qui nous permet du coup d'avoir à la fin, ben, produit moins charge, un résultat prévisionnel. ok. Donc finalement, c'est un travail d'estimation à partir d'hypothèses qui sont Tout à fait. collectées auprès des partenaires et auprès des clients. Tout Ok. à fait. Alors, l'heure tourne. On va prendre encore deux questions et puis on va passer à la suite. Toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, on s'engage à y répondre par écrit. Euh, une personne demande quelle est la répartition entre les systèmes naisseurs, naisseurs engraisseurs de femelles et naisseurs engraisseurs de tous les animaux. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, donc je vais donner une proportion. On a à peu près sur notre échantillon une petite moitié de producteurs qui sont classés en naisseurs, donc plutôt producteurs d'animaux maigres. À l'opposé, on a, je dirais, non, on a, parce que l'échantillon des engraisseurs, c'est une trentaine d'exploitations, donc oui, on est autour de 1, non, 30 sur 400. À peu près 10%, un peu moins de 8%. Ouais, un peu moins de 10%, 8-10% d'engraisseurs. Et les autres, par différence, on retrouve les éleveurs mixtes, production et finition des femelles. Ok.
Et pour finir, est-ce qu'il n'y a pas une situation, un paradoxe entre le conseil d'engraisser en allongeant les cycles de production et la demande de la filière qui a l'air d'être plutôt demandeuse d'animaux plus légers et plus jeunes? Alors, quand je parle d'engraissement, c'est pas forcément de produire des animaux plus lourds, c'est de produire plus de kilos sur l'exploitation. Bien évidemment, la filière a plutôt tendance à vouloir des carcasses un peu plus légères. Je pense aux carcasses de vaches de réforme, où elle souhaite plutôt une carcasse standard de 400 kg, alors qu'on a des producteurs qui dépassent encore en moyenne les 450, voire certains les 500 kg. Mon propos, c'est pas de dire qu'il faut faire des carcasses plus lourdes, c'est bien de dire qu'il faut aller chercher plus de kilos sur l'exploitation en allongeant les cycles de production. Donc c'est pas forcément d'aller non plus au bout et de finir les animaux. C'est le producteur de laitonne qui vend des femelles de, on va dire, de 1 an. Bah déjà, s'il garde toutes ses femelles jusqu'à 2 ans et qu'il fait son tri qu'à 2 ans, il vendra un animal qui est plus lourd et qui aura produit plus de kilos. Et du coup, ça fera une production de kilos supplémentaires sur l'exploitation. Alors, après, à mesurer la rentabilité d'une telle décision, mais voilà, aujourd'hui, si je repars sur, si je reprends mes propos, l'objectif, voilà, que j'ai annoncé, c'est 33 tonnes de viande à produire par unité de main d'œuvre. Et donc, ceux qui sont en dessous de ce ratio, ben, c'est d'aller chercher 6 kilos supplémentaires, soit en allongeant les cycles de production, parce que sinon l'autre façon, c'est de faire plus de vélage. Mais on voit que ça va par contre à l'encontre de la tendance qu'on observe dans les exploitations. Ok, ben, merci Emmanuel pour ces réponses. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais on vous enverra les réponses à l'écrit et on va passer maintenant à la seconde partie. Je vais passer la parole à Pascal Laurin qui va vous présenter une présentation qui va alterner avec des témoignages de chefs d'entreprise qui vont vous parler de la façon dont ils se sont adaptés sur leur entreprise agroalimentaire face à la crise du Covid-19. Donc, nous allons maintenant parler de crise. Alors, c'est vrai que la crise, c'est un terme qui est plus que jamais d'actualité. En même temps, c'est aussi un mot un petit peu fourre-tout, qui a autant de définitions que de personnes ayant travaillé sur le sujet. Donc, c'est pour ça que c'est important de définir ce que l'on appelle la crise. Et nous, donc cet après-midi, on a choisi la définition de l'historien Antoine Pro, pour qui une crise, c'est un phénomène violent et soudain, un changement subi, un moment décisif, mais toujours pénible et douloureux. Alors avec cette définition, on peut mettre en évidence 3 caractéristiques d'une crise que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans d'autres définitions. Alors premièrement, c'est que c'est un événement qui est perçu comme inattendu ou à très faible probabilité. Ensuite, c'est un événement qui est involontaire, qui est perturbateur et avec des conséquences majeures. Et enfin, quand on est en entreprise, ça perturbe la performance, voire même ça menace la survie. Donc, on voit bien que la crise de la Covid-19, elle coche ces différentes caractéristiques. Ça peut être aussi le cas d'autres crises au niveau agricole, par exemple la grippe aviaire ou différentes crises laitières. Et puis, si on recherche des exemples hors agriculture, ça peut être dernièrement sur le plan social les gilets jaunes. Donc, pour une petite entreprise, comme le sont les exploitations agricoles, c'est vrai qu'elles disposent de moins de ressources qu'une entreprise de taille plus importante pour faire face. Elles se doivent donc d'être adaptables, résilientes, en développant un comportement proactif. Et pour illustrer cela, je vous propose d'entendre un premier témoignage vidéo, celui de l'abattoir de la Motte à Haute-Saône. Au début du confinement, sur la vente au magasin, nous, on a triplé le chiffre d'affaires, c'est clair. Donc début d'exploitation, début 2013. On abat aujourd'hui 400 porcs par semaine, donc ça en fait un tout petit abattoir de proximité. On fait à peu près 40% de chiffre d'affaires dans les collectivités, sur le chiffre d'affaires global. Idem pour la partie d'abattage et prestation de services, et tout le reste c'est pour la vente directe.
On a eu une grosse claque parce que la décision de confinement est tombée un jeudi, je m'en souviendrai toujours. Et c'est le jeudi où on a des grosses journées, jeudi, vendredi, pour préparer les livraisons des cantines de la semaine d'après. Donc on avait après. Donc on avait 3-4 tonnes de fabriqués, d'emballés, de mise en carton. Plus livré le lundi, quoi. Donc ça a été la catastrophe. On s'est dit, bon, on va avoir une grosse chute au niveau économique, etc. On a fait une grosse promotion à tous nos clients, donc on a réussi à liquider cette marchandise en surplus. On a vite été dévalisé, que ce soit en viande, en légumes, en farine, en produits secs. Enfin, c'était la bousculade le mardi jusqu'à midi. Ils étaient tous réclamés, mais par contre en plus grosse quantité, parce que bien entendu, tous les enfants étaient à la maison, donc plus d'internat. Et les repas pour ceux qui mangent à l'extérieur le midi étaient faits à la maison. Ça faisait 1 an qu'on travaillait sur le projet de développer de la livraison à domicile. Et arrivé au moment du confinement, ce service-là intéressait beaucoup les clients. On était dans les starting blocks, quoi. Autant l'activité des collectivités s'est arrêtée net. Et ça a embrayé directement sur l'explosion des commandes via le site internet. On était préparés sans l'imaginer, quoi. On a surtout communiqué par le biais de notre site, de la page Facebook. On s'est rendu. Les clients nous trouvaient rapidement et facilement. On avait une petite pub qui circulait sur les réseaux et ça fait vite son effet. Après, il y a eu le déconfinement et là, les livraisons à domicile se sont, on va dire, effondrées. On n'en fait plus que quelques-unes par semaine, alors que pendant le confinement, on était à 35-40 livraisons par jour. Mais il y a plein de gens qui nous ont découverts comme ça et qui viennent maintenant chercher les produits locaux à la boutique directement. On s'est rapidement organisé pour prendre nos pauses les uns après les autres, pas mélanger tout le personnel comme il a pu se passer dans des grosses entreprises. Faire attention dans les vestiaires, quand on se change, voilà, faire chacun notre tour. Le personnel qui travaillait sur l'activité des collectivités a basculé sur le côté préparation de commandes, mais pour des particuliers, quoi. Tout le monde est polyvalent et on cherche justement à se rendre polyvalent parce qu'on n'est jamais à l'abri justement de quelqu'un qui est en arrêt maladie, en vacances, etc. Le prochain grand défi sur l'entreprise, c'est déjà de stabiliser ce qui a été entrepris depuis 2012 parce qu'on a commencé à 7, aujourd'hui on est 20, on a fait x5 en termes de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas se préparer à l'imprévisible, essayer d'être réactif et puis surtout de bien communiquer au sein des équipes et éventuellement sa clientèle en direct si on a de la clientèle de particuliers qui vient à son entreprise. Donc le témoignage que l'on vient de voir met en évidence qu'une crise se gère avec un avant, un pendant et un après, et c'est selon cette même chronologie que nous allons aborder notre réflexion. Je vous propose donc de démarrer par l'avant-crise. Donc en tant que chef d'entreprise, avant que la crise survienne, ce qui est important, c'est de savoir où vous voulez aller et de garder l'œil ouvert pour pouvoir vous adapter rapidement. Donc ça suppose d'avoir une stratégie claire avec des objectifs et un plan d'action. Ça suppose aussi de faire une veille efficace pour adapter et faire évoluer la stratégie. On parle des fois d'avoir le quart d'heure d'avance. Et puis, il faut aussi disposer de scénarios alternatifs en cas de turbulence. Donc, vous voyez que pour illustrer notre diaporama, on a pris la métaphore de la conduite parce que c'est un peu, donc voilà, la stratégie, ce serait un peu comme le conducteur du véhicule. Pour savoir, il choisit une destination, il la programme dans son GPS
il suit les indications pour parvenir à l'objectif visé, mais ça l'empêche pas de devoir regarder en permanence à travers le pare-brise pour adapter sa conduite et son trajet en fonction des événements extérieurs. Donc, une fois qu'on a une stratégie claire, il faut gérer ses ressources pour qu'elles soient mobilisables au quotidien et aussi prêtes à faire face à l'imprévu. Donc, Monsieur Girardin, le directeur associé de l'abattoir de la Motte, l'a bien illustré dans son témoignage. Ça passe par avoir une équipe qui soit complémentaire, impliquée et qui s'entend. Ça peut supposer aussi d'envisager de mutualiser de la main-d'œuvre entre entreprises ou simplement entre services pour favoriser le développement des compétences et la polyvalence. Et puis, développer les compétences, ça passe aussi par la formation et l'embauche. Au niveau aussi c'est de la communication, qu'elle soit cohérente en interne comme en externe. Bien connaître aussi son environnement, ses partenaires, donc ses clients, ses fournisseurs. Et puis, il faut aussi pouvoir gérer sa trésorerie et sa rentabilité. Donc, si on poursuit sur l'image de la conduite, c'est avoir dans le véhicule un tableau de bord et des outils appropriés. Donc, pour illustrer un exemple de stratégie, je voudrais partager avec vous l'exemple d'un éleveur bovin que nous accompagnons et qui, en 2015, a pris le temps de réfléchir à sa stratégie. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a fait en 2015? C'est parce que c'est à ce moment-là qu'est intervenue la dernière réforme de la PAC qui a privé son exploitation de la prime à l'herbe. Donc, sa réflexion, elle est partie de l'objectif de maintenir le potentiel économique de l'entreprise malgré la perte de cette aide. Donc, avec sa conjointe, ils ont pris le temps de réfléchir à ce qui était important pour l'entreprise. Et donc, ce qu'ils souhaitaient faire de l'exploitation, c'était y pérenniser les savoir-faire transmis de père en fils sur cette exploitation familiale, et puis viser l'excellence de produits locaux. Ils ont fait le choix de la conversion à l'agriculture biologique et puis de la vente directe. Donc, cette stratégie, comment est-ce qu'elle s'est déclinée? En termes de ressources humaines, eh bien, Madame a rejoint son conjoint sur l'exploitation. Elle s'est impliquée dans la commercialisation. En termes de communication, il y a toute une stratégie aussi qui a été développée avec un logo à poser sur les produits, un slogan qui rappelle l'ancrage au territoire, un site internet marchand qui a été développé et puis bien évidemment une page Facebook pour communiquer sur le métier et puis les produits proposés. En termes de processus de production, eh bien, c'est la recherche de l'autonomie sur l'exploitation avec production de céréales pour alimenter le cheptel et puis aussi production de métail pour l'autosuffisance fourragère et limiter la dépendance aux achats de protéines végétales. Et enfin, sur l'aspect gestion économique, avant de se lancer, le couple a pris le temps de réfléchir au prix de vente pour dégager une véritable plus-value grâce à l'agriculture biologique. Et régulièrement, ils prennent le temps de calculer leur prix de revient afin de vérifier que leurs prix de vente sont bien en adéquation avec ces prix de revient. Et malgré tout le travail effectué, la stratégie a déjà dû être adaptée. En effet, le couple d'éleveurs, il visait le créneau du steak haché surgelé bio. Et c'est vrai qu'il s'est révélé difficile à atteindre du fait de contraintes sanitaires. Donc, pour le moment, le lancement de ce produit est repoussé et les éleveurs proposent des produits, on va dire, entre guillemets, plus classiques. Donc, avoir une stratégie claire, avoir le quart d'heure d'avance pour réagir rapidement, c'est bien, mais ce n'est pas forcément une garantie suffisante pour passer une crise sans souci. En effet, on a tous tendance à penser qu'à l'avenir, les choses vont se passer comme elles se sont toujours normalement passées jusqu'à présent. Et quoi qu'on en dise, même si on essaye de se préparer à une crise ou à une catastrophe, la réponse n'est pas forcément toujours adaptée. C'est ce qu'on appelle le biais de normalité. On réagit, qu'on soit en tant qu'humain ou en tant qu'entreprise, de la manière la plus normale qui soit à des événements exceptionnels et on développe des réponses du coup inadaptées ou insuffisantes. En ce sens, la crise actuelle de la Covid-19 c'en est une illustration parfaite.
En effet, au printemps, quelle entreprise aurait pu anticiper la décision du gouvernement de confiner? Et en plus, pour rajouter, le gouvernement lui-même a tardé à prendre conscience de l'ampleur de cette crise sanitaire. Donc au final, quand une crise survient, ce qui est important de faire, c'est déjà de prendre conscience que la crise, elle est là, sans faire l'autruche. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on peut agir, mettre en œuvre des mesures concrètes pour atténuer les effets de la crise. C'est la gestion de crise. Et c'est ce que nous allons voir dans le témoignage vidéo qui va suivre. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'est comme si vous sortez d'une pièce, vous éteignez la lumière. Hein. Le commerce s'est arrêté comme ça. Donc il a fallu réagir assez vite. Au Cavé des Bières, on a une petite fruitière vinicole, hein. Un tiers de particuliers, on a un tiers de commerçants. Et puis on avait un autre tiers qui était grossiste de la brasserie pour tout ce qui est fête, grosses fêtes, kermesse ou autre. Ce dernier créneau, chez nous, c'est celui qui a pris le plus la crise, quoi. On a développé, nous, un petit peu tout ce qui est vente par correspondance, Internet et réseaux sociaux. On a communiqué entre nous sur ce qu'on faisait. On était ouvert, comme quoi on pouvait acheter toujours du vin du Jura par Internet. Et puis en parallèle aussi, on a mis en place un drive. On fait nos portes ouvertes toujours pour le 8 mai. Donc, une ligne qu'on a fait faire avec une agence de communication pour contacter tous nos clients. Malgré qu'ils restaient chez eux, on pouvait leur... Quand ça a rouvert, hein, on a mis en place pour pas que les gens viennent toucher les bouteilles. On avait mis des affiches rentrées un par un. Du plexiglas, les gens avec des masques. Enfin, on a tout fait pour protéger nos clients, mais en premier, il faut l'avouer, nous aussi, quoi. Le plus dur pour déguster, quoi. Il y avait toujours quelques travaux quand même à faire encore parce que Covid ou pas Covid, il faut bien s'occuper des vins, hein, tout ce qui est vieillissement, une partie est mise en bouteille. Commercialisation, étiquetage, livraison, ça c'était arrêté. Le plus gros impact qu'on a eu, ça a duré une semaine, c'est qu'à un moment, même les transporteurs se sont arrêtés. Donc on n'avait plus de ramasse, on ne pouvait plus expliquer. Ça a duré une semaine, mais ça c'était la période la plus difficile. Par nos mises en bouteille, par rapport aux entreprises, aux prestataires de services, il a fallu mettre en place toute une charte supplémentaire. Aspect sanitaire, 2020 est un millésime vraiment exceptionnel dans tous les sens, et donc on était précoce et on embauchait du monde pour la vigne. Donc là, ça nous a permis de trouver du personnel sans problème pour pouvoir travailler correctement nos... Il faut au bout. On est en partenariat avec plusieurs fruitières à compter. Les gens dans nos villages, quoi que ce soit, sont revenus faire travailler les... En même temps qu'ils vendaient le fromage, ils vendaient du vin. On a la chance d'avoir du personnel, que ce soit aussi bien dans les bureaux, à la cave, ou mes collègues coopérateurs, la vigneron, qui sont assez dynamiques. Donc c'est notre dynamisme qui a fait. Il ne faut plus attendre chez soi que le client vienne ou qu'est-ce qu'on va faire, puis se regarder dans le blanc des yeux. Il faut avancer, il faut agir. Les employés, ça ne leur regarde pas aussi. Donc on a tout dit. L'entreprise marche bien. On a peur parce que chaque fois on entend des mauvaises nouvelles à la télévision. Et puis nous, ça va devenir des gros mois, des fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, pour avoir des prix sur des vins, quoi que ce soit, pour ces organisations, tous nos salons s'annulent au fur et à mesure. C'est énergivore, hein. Une crise, c'est vraiment... Ça prend énormément de temps. Puis des jours évidents aussi, hein. Vous mettez beaucoup d'investissement en temps sur un produit, sur quoi que ce soit. C'est toujours frustrant qu'on s'investit et que ça ne marche pas, mais il faut persister. Puis en persistant, ça a marché.
comme vient de l'évoquer Monsieur Denis Granvaux, le président du caveau des Biards, il est indispensable, quand la crise survient, de réagir rapidement pour en atténuer les effets négatifs. Alors aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire de la Covid-19, on est de nouveau dans la phase aiguë, avec, comme au printemps, le confinement et les restrictions de déplacement inhérentes, et puis de nombreux établissements qui sont fermés. Pour un chef d'entreprise, la particularité de cette crise, c'est qu'en fait, il peut agir simplement pour limiter l'impact de la crise. Il n'a aucun effet sur la durée de celle-ci, puisque en fait, la sortie de crise, elle dépend avant tout des avancées vaccinales. En plus, pour ne pas l'aider, on va dire, sur la période, c'est vrai que petit à petit, il y a de nouvelles mesures que le gouvernement a ajoutées, par exemple le télétravail, de l'activité partielle, le port du masque obligatoire. Voilà, donc en fait, quand la crise survient, bah, c'est important de prendre le temps de revoir ses priorités et puis de les adapter. Alors on peut imaginer en fait deux types de crises. Il y a la crise qu'on peut qualifier de crise Cobra, qui est plutôt une crise soudaine, comme par exemple une catastrophe naturelle, et qui va déclencher plutôt une approche défensive pour la résoudre. Donc la crise sanitaire Covid-19 au printemps, c'était bien ça. Et puis la deuxième type de crise, c'est plutôt la crise Python, où là, en fait, elle émerge de l'environnement interne de l'entreprise, et puis petit à petit, elle impacte l'activité. Ça peut être, rappelez-vous, la crise du lait infantile, par exemple. Et là, ben, pour la résoudre, c'est plutôt toute l'organisation de l'entreprise qu'il faut revoir. Mais en tout cas, quel que soit le type et l'origine de la crise, l'entreprise, elle est triplement impactée. Alors déjà, bah, au niveau de sa main-d'œuvre. Par contre, tout à l'heure, je disais qu'une petite entreprise, elle avait moins de ressources pour réagir face à une crise. Là, en termes de main-d'œuvre, elle peut avoir l'avantage de sa taille plus réduite, qui fait qu'elle peut avoir un accompagnement de proximité plus aisé. Ça favorise la confiance des équipes et puis ça favorise aussi la prise d'initiative. C'est ce qu'expliquait Monsieur Granvaux dans le témoignage. Il disait bien qu'en période de crise, ben, tout le monde a intérêt à un intérêt commun, c'est celui que l'entreprise fonctionne pour le mieux. Au-delà de la main-d'œuvre, il y a aussi bien évidemment le processus de production qui est impacté avec des délais de livraison, des débouchés qui peuvent être modifiés, des matières premières de moindre qualité, des fois des fournitures aussi qui n'arrivent plus. On parlait pendant le premier confinement, par exemple, des emballages. Voilà, donc plusieurs types d'impacts. Et puis le dernier impact, et pas des moindres, c'est l'aspect économique et financier, avec un chiffre d'affaires qui est souvent en baisse, voire éventuellement même absent, alors que les charges demeurent présentes, donc une trésorerie qui est fortement impactée. En période de crise, la communication, elle est essentielle, aussi bien en interne qu'en externe. On le voit bien avec la crise actuelle qui donne toute sa place aux réseaux sociaux et à la digitalisation. Mais il faut communiquer, mais il faut quand même être prudent dans la prise de décision et dans la façon de l'annoncer. Il faut en fait que la décision, elle respecte l'éthique de l'entreprise, qu'elle ne vienne pas écorner son image, ni auprès des partenaires, ni auprès des équipes, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de rajouter des tensions internes. Il y a cette difficulté pendant une crise. Donc, en fait, il y a la crise aussi pour essayer d'agir pendant la période de crise. C'est important donc de prendre de la hauteur, d'oser l'innovation. Des chefs d'entreprise nous en ont parlé et ça s'est vu souvent dans des domaines viticoles où le personnel en télétravail a joué un rôle clé. Il a pu travailler, par exemple, à à faire évoluer les sites Internet pour qu'ils deviennent compatibles tablettes et smartphones, et puis qu'ils puissent aussi permettre la vente en ligne. Ils ont travaillé aussi à réduire les délais de paiement pour que la trésorerie soit le moins impactée possible. Ou encore, autre exemple, ils ont aidé à maintenir le lien entre les équipes en télétravail et celles qui étaient dans les vignes avec le développement de messagerie instantanée, par exemple. En fait, au final, une gestion de crise, ça doit passer, enfin, pour envisager une sortie de crise, il faut à la fois allier l'humain, la poursuite de l'activité et puis l'économique. Il n'y a que comme ça que l'on peut s'en sortir et ça peut même être un tremplin pour l'avenir.
C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans le troisième témoignage vidéo qui va mettre en évidence donc qu'une crise, ça permet aussi de tester des scénarios très prometteurs pour la suite. La minoterie forêt, en fait, a un seul site de production. On fabrique, on écrase notre blé, on fabrique notre farine ici, à côté de Cluny. On est 160 collaborateurs au niveau de l'effectif. Nos clients sont à plus de 90% des artisans boulangers. C'est à peu près 1300 clients artisans sur une cinquantaine de départements. Nos clients ont été très touchés par le Covid. Au démarrage, de manière très positive, c'est-à-dire que les gens se sont précipités dans les fournils, dans les boulangeries, acheter du pain en quantité, des croissants un petit peu par peur, j'imagine, de manquer. Et très vite, on a des pertes de chiffre en moyenne entre 35 et moins 40%. Par ricochet, on dépend de nos clients, donc on a perdu au plus bas moins 40% d'activité, puis moins 30, puis moins 20. Aujourd'hui, on a quasiment retrouvé normal. On a des sujets comme les sujets digitaux, par exemple, ou le sujet du circuit court, qui s'est inscrit presque prioritaire. Donc on est en train de travailler rapide. Et les circuits courts, on a développé des ventes, par exemple, dans quelques grandes surfaces tout proches de chez nous qui commercialisent notre... Il n'y avait plus de sachets de farine de 1 kg dans les rayons. Et du coup, on a été contacté un petit peu par plein de... toute France. Et on n'a pas, nous, du tout d'équipement pour faire du sachet de 1 kg. Donc on a petit à petit proposé du sachet en 5 kg sur quelques grandes surfaces tout à fait localement. C'était Cluny, c'était Châlons. Là, on était sur le rayon épicerie des grandes surfaces. Donc c'est des petits... complètement anecdotique. C'était intéressant comme expérience à vivre, mais pas suffisante et de loin pas pour compenser le manque à gagner. Le consommateur aujourd'hui a envie et a un besoin d'être rassuré, de transparence. Je pense que le Covid a accéléré. C'est vraiment le ressenti qu'on a. Tendance de fond, ça va beaucoup plus vite. On a, nous, sur le commerce équitable, mais il existe d'autres démarches aussi dans ce sens-là. Quand nos clients artisans boulangers décident dans la démarche, on fait une animation d'inauguration, une ouverture. Aujourd'hui, on a 3 fois plus de demandes post-Covid, donc ça veut quand même dire que ça va plus vite et que les gens sont de plus en plus en demande, en fait, de sens. Voilà. Après, la problématique, c'est combien ça coûte. Est-ce que le consommateur est prêt à mettre un petit peu plus? Est-ce que le boulanger ou le meunier est prêt à prendre en charge une partie aussi? Je suis convaincue qu'on peut y arriver et que le consommateur et l'ensemble de la filière est complètement prêt à jouer le jeu. On s'est rendu compte qu'on était en capacité d'agir avec agilité, avec réactivité. Et du coup, on travaille en termes d'organisation de manière différente. Il y a peut-être plus de confiance aussi, plus d'audace. C'est vrai qu'au pied du mur, tout le monde a dû faire des choses, quoi. Il fallait réagir. Et ça a permis cette possibilité de tenter, d'essayer. Et les gens sont ouverts, sont beaucoup plus aventuriers. Voilà. Donc, comme vient de l'illustrer Karine Forêt, directrice générale de la minoterie Forêt, une crise bien gérée permet à l'entreprise d'être plus forte. Ça joue le rôle de catalyseur. Nous allons donc continuer par l'après-crise. Mais déjà, quand on parle de sortie de crise, la question, c'est justement quand est-ce que ça intervient. Et ce n'est pas évident du tout à déterminer. Ça suppose en tout cas que les mesures spécifiques mises en œuvre pendant la période prennent fin.
Donc pour la crise actuelle, souvenez-vous, c'est vrai que dans l'été, certains d'entre nous auraient pu penser que la crise était derrière nous. C'était pas le cas. Et on voit aujourd'hui, oui, que c'est franchement pas le cas. On est de nouveau en plein dedans. Donc quand on sort de la crise, ce qui est important de faire, c'est de dresser un bilan de crise après la pression et l'urgence de la période qui vient de s'écouler et avant de retomber dans le quotidien de l'entreprise. Si on reprend notre image de la conduite, c'est faire une révision après un certain nombre de kilomètres parcourus. Et en ce sens, ça permet de travailler sur la résilience de l'entreprise, donc sa capacité à s'adapter, donc en modifiant son organisation pour mieux affronter les chocs futurs. Donc le fameux bilan de crise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait faire un retour d'expérience sur les forces, les faiblesses de l'entreprise pendant la période, sur ce qui s'est bien passé et ce qu'il faut conserver, et au contraire, ce qu'il faut éviter de reproduire. Madame Forey a d'ailleurs fait allusion dans son témoignage quand elle a parlé des petits conditionnements de farine qui ont été développés, mais qui ne sont pas rentables et donc qui ne seront pas reconduits. Pour le chef d'entreprise aussi, le bilan, c'est bien de faire son bilan de crise, donc sa propre introspection, parce que diriger une entreprise par temps calme et diriger une entreprise en période de tempête, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que c'est important de savoir la façon dont vous prenez les décisions sous la pression et surtout comment est-ce que vous les communiquez à vos équipes, à vos partenaires, à vos associés, par exemple. Et puis le bilan de crise aussi, ça donne souvent toute la priorité à la prévention. En fait, un des principaux enseignements, c'est souvent qu'une crise, elle aurait pu être gérée différemment si les équipes y avaient été mieux préparées. C'est pour ça que c'est important de faire des exercices de gestion de crise sur les risques probables. En fait, au final, le bilan, à quoi il sert? Il sert à adapter la stratégie de l'entreprise en ajustant, si besoin, le mode de production, en adaptant aussi le mode de commercialisation, par exemple en réfléchissant à la dépendance qu'il peut y avoir aux fournisseurs ou aux clients. Ça peut être l'occasion de travailler sur la communication en interne comme en externe. Aussi l'occasion de travailler sur l'aspect économique. Par exemple, j'ai développé pendant le confinement un produit dont j'ai rapidement fixé le prix de vente. Je prends le temps de vérifier après coup finement quel est le prix de revient et donc que ce prix de vente est bien en cohérence avec ça. Voilà. Et donc, pour illustrer tous ces éléments-là, je voulais partager avec vous un deuxième exemple. C'est celui de producteurs laitiers qui, suite à la crise de 2016, ont choisi de conserver une partie de la valeur ajoutée de leur exploitation en misant sur le local. Donc, pour mémoire, la crise laitière de 2016, c'est une baisse du prix du lait relativement marquée, et puis sur un pas de temps quand même un peu long, suite à la sortie des quotas en 2015, une sortie annoncée de longue date, mais totalement impréparée. Donc les producteurs laitiers en question, pour conserver la valeur ajoutée, ils ont développé un magasin de vente à la ferme, ils ont prospecté les grandes surfaces et puis les collectivités environnantes, notamment les cantines scolaires, pour proposer la gamme de yaourts, beurre et autres crèmes desserts qu'ils ont développées. Aujourd'hui, l'orientation qu'ils ont choisie en 2016, elle s'avère gagnante puisque au moins pendant le premier confinement, sur lequel on a un peu de recul, les consommateurs se sont tournés vers les circuits courts, ce qui fait que la fréquentation de leurs magasins de vente s'est fortement accrue. Ils sont du coup davantage connus et ils ont pu fidéliser de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, ils continuent dans la voie qu'ils ont choisie. Ils vont transformer davantage de lait pour la vente directe et ils proposent aussi maintenant de nouveaux produits à la vente avec cette fois de la viande issue de leur élevage. En fait, la capitalisation de l'expérience, elle permet d'être plus fort. En entreprise, en fait, une période de crise, c'est un révélateur des initiatives et de l'innovation. Ça pousse à être plus créatif, plus imaginatif, à l'image d'un laboratoire d'idées. C'est en fait le moment d'oser. Et on le voit, si on regarde aussi dans notre département, on a écho d'au moins 2 magasins de producteurs qui sont en réflexion.
Ce sont des réflexions qui ont été initiées par des producteurs qui pratiquent de longue date la vente directe et qui, depuis la crise sanitaire, sont rejoints par d'autres qui pratiquaient pas ce débouché-là, mais qui l'avaient dans un coin de leur tête sans forcément oser sauter le pas, mais qui ont été contraints, on va dire, de le sauter pendant le confinement pour trouver un débouché à leurs produits. Pour conclure, d'autres bouleversements sont en cours, comme la transition écologique et le changement climatique. On en parlait juste avant dans le débat sur la viande. Pour autant, c'est le changement climatique, la transition écologique, ce ne sont pas des crises au sens où nous les avons définies, ce sont plutôt des mutations. En effet, elles sont annoncées de longue date et nos actions ont un impact direct dessus. Souvent aussi, une crise, c'est le symptôme d'une mutation en cours. Mais quand on est en entreprise, en fait, que l'on parle de crise ou de mutation, j'allais dire que la recette est un peu la même. Ça suppose de la clarté dans les orientations stratégiques et leurs évolutions. Et puis, ça suppose aussi de pouvoir adapter la gestion des ressources, notamment humaines. Nous terminerons sur une citation de l'économiste et haut fonctionnaire Jacques Attali. Ce que l'on nomme crise n'est que la longue et difficile réécriture qui sépare deux formes provisoires de monde. Merci Pascal. On va pouvoir passer aux questions. On en a déjà un certain nombre. On va commencer par celle-ci. Quel est l'intérêt d'un exercice de crise que tu nous as évoqué à la fin de ta présentation? Est-ce que tu peux nous donner un exemple en agriculture? Alors oui, un exercice en fait de gestion de crise, donc c'est une simulation qui permet de tester le scénario que l'entreprise elle envisage pour faire face à une crise donnée. Et c'est vrai que c'est important d'en faire, de s'y préparer, parce que chaque entreprise elle est unique, elle a ses spécificités. Donc à une même crise, aucune entreprise ne va gérer de la même façon. Donc c'est pour ça que c'est bien d'anticiper. L'idée, c'est aussi de mettre en évidence les faiblesses du scénario et de pouvoir les corriger avant que la crise survienne. Et puis l'intérêt pour les équipes aussi, c'est que ça permet de développer une gestion de crise, une gestion de risque. Et puis ça permet aussi, quand l'exercice est bien géré, d'être plus confiant quand la crise arrive vraiment. Donc, par exemple, Voilà. on peut partir en vacances, l'agriculteur peut partir en vacances et tester ce que ça donne quand il n'est pas là. Oui, on parlait, voilà, oui, un scénario, c'est en organisation interne, l'absence de l'homme clé, comment ça se passe. Oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose à travailler, mais effectivement, comme tu le dis, ça s'anticipe. C'est pas du jour au lendemain que on va partir en vacances tranquille en étant sûr que tout va bien se passer. Il faut s'y préparer petit à petit, effectivement. Voilà. Et sinon, j'avais comme autre exemple, ou sinon ce qu'on parle aujourd'hui de la grippe aviaire, par exemple. Et c'est vrai que dans les différents épisodes qui sont intervenus, on a pu avoir des départements qui ont testé comment ça se passait. Donc, il y a l'exploitation agricole qui était concernée, mais toute la chaîne en fait de l'exploitation jusqu'aux administrations pour voir comment se passait la communication et l'organisation entre les services. Merci. On a une seconde question. Est-ce que vous avez réussi à mesurer l'impact économique du Covid sur la valorisation des produits en circuits locaux? C'est vrai il y a un impact. Alors après, c'est un peu tôt encore. Les comptabilités sont en cours, donc on voit déjà des choses, mais on n'a pas forcément encore assez de recul pour donner des chiffres précis. Par contre, sur les clients, oui, que j'accompagne, moi, j'ai plutôt eu tendance à avoir des chiffres d'affaires qui augmentent quand même fortement. Au moins, ce que nous disent les clients, c'est que pendant la période vraiment de confinement, ça a beaucoup augmenté. Après, une fois que les gens sont ressortis, entre guillemets, le chiffre d'affaires a rebaissé et plutôt revenu à la normale, mais ils sont quand même contents d'avoir pu fidéliser de nouveaux clients parce qu'il y a certaines personnes qu'ils n'ont pas revues et puis il y en a d'autres qui reviennent. Donc voilà, plutôt des impacts favorables au niveau économique, mais ça a quand même supposé une grosse réorganisation pour les agriculteurs en vente directe parce qu'ils ont pu avoir leur circuit de commercialisation perturbé. Par exemple, ceux qui faisaient des marchés qui se sont arrêtés. Donc, ils ont eu un gros travail de réorganisation, mais souvent des retombées plutôt positives pour eux.
Et pour revenir au témoignage de Madame Forest sur la grosse minoterie, l'impact a été négligeable pour eux en termes de chiffre d'affaires. Par contre, en termes d'image et de motivation pour les équipes, elle soulignait que c'était important d'être considéré comme un facteur capital pour l'économie et pour la bonne marche du pays. Et je pense qu'en agriculture, il peut y avoir le même sentiment. Mm. On a une troisième question. Tu nous as beaucoup parlé de stratégie. Comment peut-on construire ou travailler sa stratégie? Pour construire sa stratégie, en fait, là, c'est savoir où est-ce qu'on veut aller, avoir une vision claire de ce qu'on souhaite pour son entreprise. Par exemple, je sais pas, je cite un exemple, je fais de la vente directe, ben, ma stratégie, enfin mon objectif final, ce serait que mes produits, je les retrouve dans les restaurants étoilés du département, par exemple. Donc voilà, ce serait ça le but à atteindre. Et puis bah, l'idée, c'est de fixer des objectifs pour y arriver et de les décliner en plan d'action. Donc ça suppose aussi ben, de bien connaître ses valeurs parce que savoir ce qu'on est prêt à faire, éventuellement à ne pas faire pour atteindre cet objectif-là. Et puis, bah, quand on parle stratégie, c'est important de la formaliser par écrit, notamment bah, si on est dans une entreprise à plusieurs, pour que bah, elle soit bien partagée par tout le monde. Et c'est pour ça que pour l'écrire, bah, c'est important d'être accompagné. Alors, par exemple, nous sommes en tant que conseiller éventuellement un interlocuteur pour vous aider là-dessus, mais il y en existe plein d'autres aussi. Oui, donc avoir un cap clair, ça permet d'atteindre plus facilement ses objectifs que si on navigue à vue finalement. Voilà, oui, c'est ça, tout à fait. Savoir où on veut aller, oui. Ok. Et écoute, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc on va conclure cet après-midi. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à contacter les conseillers. Je vais remettre les coordonnées sur l'écran. Et pour conclure, je voudrais remercier encore une fois l'équipe qui a fourni un contenu de qualité comme tous les ans, mais qui en plus a réussi à s'adapter au contexte et aux nouveaux outils qu'il a fallu intégrer pour vous présenter cette fermoscopie en ligne. Je voudrais aussi remercier les 3 témoins qui nous ont fait confiance, qui nous ont accueillis dans leur entreprise et qui ont été transparents et inspirants. Je vous rappelle qu'on a encore 2 autres fermoscopies Saône-et-Loire. On a le rendez-vous Grande Culture jeudi et le rendez-vous Bovin-lait vendredi. Donc, il est encore temps de s'inscrire si vous le souhaitez. La première partie, du coup, sera totalement différente et abordera ces deux systèmes de production. Je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de poursuivre le dialogue. Alors, soit en visio, soit on l'espère très vite dans nos bureaux ou chez vous.